Écoutez, excusez-nous pour ce petit retard. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre si grande présence aujourd'hui pour cet échange, cette discussion sur le Japon et la mer dans le cadre du lab de l'enseignant de ces rendez-vous de l'histoire de Blois. Rapidement, je rappelle que cette conférence est organisée dans le cadre et par les Clionautes, une association de professeurs d'histoire et de géographes, et que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux grands spécialistes de périodes différentes et sur les thématiques diverses également sur le Japon. Alors, le Japon et la mer, on pourrait en parler longuement. Malheureusement, nous n'aurons pas tout le temps nécessaire pour développer autant qu'on le voudrait les questions, les thématiques que ce sujet vaste peut recouvrir. On pourrait simplement dire qu'en citant la classique grande vague de Kusai ou encore les dégâts terribles provoqués par le tsunami après Fukushima, la mer a toujours été un élément très important constitutif de l'identité japonaise. Mer danger, comme on peut le voir avec Fukushima, ou mer rempart, par exemple, lorsque les vents divins ou kamikatse ont permis aux Japonais d'éviter deux invasions mongoles en 1274 et 1281 lors des grandes invasions de Kubilai Khan. À chaque fois, la mer a été un sujet fluctuant qui va constituer ce rempart, ce danger, et qui constitue vraiment un élément capital dans la construction identitaire japonaise. Et pour parler de ce vaste sujet, nous avons la chance d'avoir à ma gauche Michel Chandaigne, que je remercie d'être venu aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, rapidement, vous êtes entre autres écrivain, éditeur surtout, d'ouvrages spécialistes du monde lusophone. Vous avez fondé il y a 30 ans maintenant les éditions qui portent votre nom, les éditions Chandaigne, et vous publiez de multiples ouvrages, notamment dans des récits d'exploration, l'expansion maritime du Portugal, et donc les rencontres que celui-ci a pu faire au Japon, et notamment les travaux cartographiques qui en sont découlés. Il faut baisser, parce que c'est très fort. Le son est un peu... Alors je vais éloigner sinon le micro, peut-être en parlant un peu plus loin, c'est... Là, c'est mieux au niveau du son, plus agréable. Excusez-moi. Je disais donc... Vous avez publié de multiples travaux d'exploration, de la cartographie et spécialiste du monde lusophone, et donc c'est à ce titre que vous reviendrez justement sur le rôle de la carte dans la construction d'identité japonaise, et donc forcément des productions autour de cet espace insulaire. Et à ma droite, je reçois Fabrice Jonker, que je suis heureux aussi d'accueillir. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez aussi de multiples casquettes, puisque vous avez été, ou vous êtes encore, reporter, photographe, conférencier, guide, spécialiste des mers, de l'histoire navale, de la stratégie navale, et avec un très fort tropisme pour l'Asie, et notamment le Japon. Et c'est à ce titre que vous interviendrez pour nous parler de l'histoire un peu plus récente du Japon, après Monsieur Chandaigne, pour revenir justement sur la réflexion et le renouveau de la question maritime dans la construction de l'identité japonaise, notamment les stratégies qui vont développer après la fermeture de l'ère Tokugawa. Donc, pour commencer et suivre un ordre chronologique, je me tourne vers vous, Michel Chandaigne, pour que vous puissiez commencer ces réflexions. Comme je le disais précédemment, la construction d'identité se fait toujours en rapport avec l'autre, et l'autre vient forcément par la mer pour le Japon. Et cette construction identitaire, elle est venue à l'époque moderne. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ou nous apporter sur cette période? Oui, donc les Portugais ont été les premiers Européens arrivés au Japon en 1543. Et 1543, le Japon est en pleine guerre civile, et pendant les 50 années qui vont suivre, ça va être la période d'unification politique du Japon sous l'égide d'un shogun puissant, et ça correspond avec la présence portugaise et la présence chrétienne. Les Portugais arrivent en 1543 au Japon, ils introduisent les armes à feu, inconnues des Japonais. Et puis quelques années plus tard, ils introduisent les jésuites, inconnus des Japonais, et qui vont lancer des missions extrêmement nombreuses et convertir jusqu'à 300 000 Japonais. On va parler de siècle chrétien du Japon. Cette période d'échange intellectuel intense, où les Portugais donnent des textes très très importants, les premières grammaires du japonais, l'histoire du Japon,
textes sur la cérémonie du thé, c'est une période passionnante, mais qui va s'achever un peu tragiquement, parce que comme vous le savez peut-être, vous avez peut-être vu le film Silence, le shogun prend ombrage à la fin du XVIe siècle de cette présence chrétienne, commence à martyriser, à éradiquer les chrétiens, puis le christianisme, et finalement les jésuites, jusqu'à refermer son pays en 1639, définitivement, par définissant pendant 2 siècles, à toute présence étrangère, sauf les Hollandais qui ont une petite île devant Nagasaki pour y faire du commerce. Et donc, cette présence chrétienne du Japon a accompagné l'unification du Japon et va introduire beaucoup de techniques au Japon, et la cartographie en fait partie, et après disparaît, mais cette présence portugaise, chrétienne, va provoquer la fermeture du Japon, et donc l'identité moderne du Japon, dont parlera Fabrice Jonker. Alors, je vous fais juste un petit panorama de la construction de l'image du Japon dans la cartographie. Alors, cette première carte est une carte moderne, pour rappeler de quoi est constitué l'archipel du Japon. Il y aura 2 milliers d'îles, mais il y en a 4 principales. Kyushu au sud, la grande île de Honshu, en forme de banane, et dessous Shikoku, cette petite île, et puis tout au nord, Hokkaido, qui s'appelait Yezo dans les premières cartes. J'ai indiqué tout au sud la petite île de Tanegashima, c'est là où arrivent les Portugais en septembre 1543, et j'ai indiqué aussi la péninsule de Ki, qui se trouve sous Kyoto, l'ancienne capitale, qui s'appelait Miyako à l'époque, et car elle va jouer un rôle dans la cartographie. Un petit rappel, les Japonais ont leur propre tradition cartographique. Ceci, c'est la carte la plus ancienne connue du Japon, 1305. C'est une carte où l'Est se trouve à gauche, donc inversée. Mais vous voyez que cette représentation n'est pas une représentation cartographique. Ça affiche pas pour Ah pardon, oui, voilà. Ah voilà, c'est ça. Je suis trompé d'ordinateur. Voilà. Bon, l'Est se trouve à gauche, donc elle est inversée, et vous voyez que ce sont des cartes qui n'ont pas de prétention cartographique moderne, hein. Il s'agit de représentations des différentes provinces qui forment des globules les uns à côté des autres, agglutinés. Ce qui est représenté sur ces cartes, c'est le voisinage de chaque province, et puis dans des cartes un peu plus élaborées, il y a aussi les voies de communication entre les principales villes qui sont indiquées. Mais c'est tout. Il n'y a aucune prétention à une reproduction à l'échelle, aux latitudes, aux longitudes, à une reproduction géométrique. Il y a une autre carte très célèbre en Asie qui représente le Japon, c'est celle-ci, que peut-être vous avez déjà vue. C'est la carte dite de... Oui, pardon, c'est la carte dite de Kannido, et qui est une sorte de synthèse des sources chinoises et musulmanes. C'est une carte coréenne. Alors sur cette carte, vous voyez la Corée évidemment surdimensionnée, c'est une représentation politique. Vous voyez la Chine qui forme un seul tout avec l'Inde, agglomérée, et à gauche, l'Afrique avec un grand lac au milieu, qui est complètement atrophié, mais c'est l'Afrique. Et puis juste à côté, la péninsule arabique. Alors pour ce qui nous intéresse, c'est le Japon, qui se trouve au sud de la Corée, mais un peu mis n'importe comment. La forme n'est pas complètement fantaisiste, mais l'ouest du Japon se trouve au nord, et c'est une carte de type Kyoto, c'est une carte en globule, qui se trouve ici. Cette représentation est typique de certaines techniques cartographiques qui avaient lieu aussi en Occident. On avait en Occident une peau de mouton pour dessiner la carte, et parfois on manquait de place pour dessiner certains éléments extérieurs. Alors on les replaçait un peu n'importe où dans la carte. On peut penser qu'ici, le dessinateur, n'ayant pas de place pour mettre le Japon à l'est de la Corée, l'a mis au sud. Ce sont des cartes qui ne servent à rien, ça n'a pas d'utilité pratique. C'est juste une représentation par l'image d'une somme de connaissances. Tous les petits points rouges, ce sont des villes, et puis il y a parfois les noms, les commentaires. C'est une cartographie terrestre, une sorte de catalogue des connaissances qu'on met sur une image visuelle. On a le même type d'image de cartographie terrestre en Occident au même moment. Alors j'ai oublié de dire que c'est une carte
de 1402, mais là c'est une copie de 1470. En 1460, on a le même type de carte en Occident, c'est celle-ci. C'est la carte de Fra Mauro, qui représente le monde. Alors la Méditerranée est assez bien représentée, parce qu'il y a une tradition de carte portulan très ancienne, mais l'Afrique est très peu connue, les Portugais sont arrivés jusqu'au golfe de Guinée, et toutes les connaissances de l'Asie viennent, disons, par ouï-dire, par des textes de voyageurs, comme Marco Polo, mais il y en a d'autres. Et donc, on représente une image où l'on met des centaines de légendes, de noms de pays, de petits commentaires. Ça n'a pas de prétention pratique, ça ne sert pas à voyager, mais à rassembler sur une même image des noms et, disons, une sorte d'image du monde, qu'on appelle l'Okumen, hein, avec les 3 continents représentés. Ce qui est amusant sur cette carte, c'est que tout à l'est, je n'ai pas agrandi, mais il y a la première représentation du Japon en Occident sous le nom de Simpagu. Mais le Japon est une île qui est placée sous Java, c'est-à-dire un peu n'importe où, ce qui fait penser un petit peu aux cartes asiatiques, à la carte asiatique que je viens de vous montrer. Simpagu, c'est le premier nom du Japon qui apparaît en Occident, enfin, presque, je simplifie, et qui se trouve dans Marco Polo. Dans Marco Polo, il y a une demi-page qui décrit une île où il n'est pas allé, mais qui est à l'est de la Chine, qu'il appelle Simpangu, et il écrit simplement que les maisons sont couvertes d'or, les planchers sont en or, c'est une île très riche où l'or est en abondance, puis c'est tout. Et cette mention de cette île n'avait jamais, personne s'en était occupé, jusqu'aux abords du voyage de Christophe Colomb, où on a la première carte détaillée, entre guillemets, du Japon imaginaire, de Simpangu, dans un isolarium d'un Allemand qui travaille à Venise, à Florence, pardon, Henri Henricus Martellus en latin, et il représente l'île de Simpangu avec des légendes qui viennent de Marco Polo, mais d'autres qui viennent aussi du Perse Ibn Khordadbeh, qui est du IXe siècle. Et pourquoi Simpangu, comme ça, surgit dans la cartographie européenne? C'est parce que Colomb s'apprête à son voyage, à gagner l'Asie par l'ouest, et soudainement, en Italie, on se rappelle du texte de Marco Polo, on sait que c'est Pinzon qui a rapporté les informations à Colomb, et qu'il y a cette île couverte d'or, pleine d'or, et c'est là-dessus, c'est à Simpangu qu'ils vont arriver, donc au Japon, en premier. Et il y a une autre carte qui montre cette présence de Simpangu, c'est le globe de Behaim, que vous connaissez tous, c'est le globe le plus ancien qui a été conservé. Behaim est un Allemand qui a travaillé avec Colomb, Lisbonne, jusqu'en 1490, il rentre à Nuremberg, il fait ce globe. Et dans ce globe, on voit la conception du monde des Européens, qui est héritée de traditions très anciennes, c'est-à-dire l'Asie surdimensionnée à l'est. Vous avez ici à droite de l'image l'Europe en haut, l'Afrique, qui vient d'être doublée, le Cap de Bonne-Espérance en 1488, l'océan Atlantique est couverte d'îles imaginaires et réelles, et puis la grande île de Simpangu, qui est vraiment quasiment le but. C'est là où va arriver Colomb. Et Colomb est tellement persuadé que jusqu'en 1506, jusqu'à sa mort, il sera persuadé qu'Hispaniola, c'est Simpangu, c'est le Japon. Et c'est pour ça qu'à chaque voyage, il va s'y arrêter très longuement, mettre les Indiens en esclavage pour trouver ces fameuses mines d'or qu'il ne trouvera jamais. Mais cette représentation très théorique de Simpangu, en forme de rectangle, elle va perdurer dans la cartographie jusqu'en 1550. Dans la cartographie, pas portugaise, pas ibérique, qui ne représente que les terres réellement découvertes, mais allemande. Et on va voir cette île de Simpangu voisinée dans le globe de Schoner, à côté de Cuba, qui va se promener dans les Caraïbes jusqu'à disparaître peu à peu. Parce que, en effet, il y a entre-temps, les Portugais, depuis 1498, se sont répandus dans l'Asie. Voici une carte anonyme portugaise où on trouve la première représentation du Japon. Le jeu s'est trouvé où est le Japon, mais je vais faire un agrandissement. Les Portugais sont arrivés, donc, vous savez, en Inde en 1498, à Ceylan en 1506, ils ont pris Malacca en 1511, ils naviguent sur les côtes de la Chine et ils découvrent Formose. Formose, c'est du portugais, c'est la magnifique, vers 1515. Les navigateurs malais donnent des renseignements
renseignements sur une île plus lointaine qu'ils appellent Jipon, Japon. Et en 1515, un Portugais, Tomé Pires, écrit tout un texte sur cette île lointaine du Jamban. C'est la première fois que le mot apparaît dans un texte européen, Jamban, et en signalant que Jamban, c'est le même mot que Japon, que Simpangu. Ce sont deux mots qui viennent du même mot chinois, Jipengkuo, pays du soleil levant. Jipengkuo a donné dans l'oreille de Marco Polo Timpanku, et chez les Malais, Jipang, seulement les deux premières syllabes. C'est le même mot, c'est pays du soleil levant. Alors, les Portugais naviguent sur des bateaux malais, le long des côtes chinoises. Il y a un bateau qui est déporté vers une tempête, et en 1542, il y en a un qui arrive sur l'île d'Okinawa. Et les Portugais, là, prennent des renseignements sur l'île de Japon, qui est beaucoup plus au nord. Le lendemain, l'année d'après, ils y retournent, et en 1543, en septembre, ils débarquent à l'île de Tanegashima, et là, c'est le premier contact avec la civilisation japonaise. Et là, les marchands portugais, toujours sur des bateaux malais, vont se rendre régulièrement au Japon. Et en 1546, il y a un marchand, Jorge Alvarez, qui va faire le premier texte vraiment qui décrit l'île de Kyushu au sud un petit peu, et certains ports, donc à Kagoshima, et il décrit les produits qu'on y trouve, les gens, c'est un petit texte très intéressant. Jorge Alvarez revient à Malacca, et là il rencontre François Xavier, le jésuite, qui est là, un peu par hasard, et François Xavier est fasciné par ce que raconte Jorge Alvarez. Même il y a un texte de l'époque où il dit carrément, je résume, mais en gros que Saint François Xavier est soulagé de savoir qu'il y a une haute civilisation, des gens un petit peu à l'égal des Européens. Je crois que Saint François Xavier écrit presque mot pour mot qu'il n'en peut plus de convertir des indigènes sauvages à demi nus qui ne comprennent rien, et qu'enfin il va trouver des gens à qui parler. Voilà, c'est un peu Et Saint François Xavier fonce vers le Japon, et en 1549 il arrive au port de Kagoshima, et il va traverser tout Kyushu. Il veut se rendre chez l'empereur à Miyako, il va y arriver, mais Miyako est en pleine guerre civile, il ne voit pas l'empereur, il revient. Ce voyage d'ailleurs est une catastrophe, décrit plus tard par son interprète, mais il va lancer les missions jésuites au Japon qui vont se succéder jusqu'à la fin du XVIe, et là les jésuites vont arriver en abondance dans les cours, les ports, et les seigneurs portugais les accueillent volontiers, leur donnent toute licence de convertir, car ils savent que là où il y a des jésuites, les marchands portugais vont arriver, vont pouvoir faire du commerce. C'est une époque où le commerce entre le Japon et la Chine est interrompu en raison des pirates japonais qui ont pris beaucoup de bateaux chinois, et l'empereur de Chine a interdit tout navire japonais dans les ports chinois. Donc c'est les Portugais qui vont servir de go-between entre le Japon et la Chine, et entre autres faire le commerce de l'argent avec des mines d'argent qui viennent d'être découvertes et qui vont enrichir les Portugais, mais qui vont raffermir leur présence. Alors sur cette carte, sur la fois des informations, mais par oui-dire, il y a la première carte du Japon. Je fais un agrandissement de la partie nord-est. Vous voyez à gauche un chapelet d'îles, et un chapelet d'îles, et c'est la première représentation cartographique du Japon en 1550. Alors évidemment, on est loin des représentations graphiques. Les Portugais, à Lisbonne, entendent parler d'îles, de succession d'îles, des Ryukyu, que les Portugais appellent Lequios. Et sur le petit dessin que j'ai fait à gauche, eh bien, je mets les 4 toponymes que l'on voit sur cette carte. Lequio Minor en bas, qui désigne Formose, un chapelet d'îles qui sont les Ryukyu jusqu'à Lequio Major, c'est Okinawa, un peu au-dessus, Japan, avec le mot écrit ainsi, Japan, et là, ça correspond un peu au sud de l'île de Kyushu. Et puis, sur la foi des informations de Saint François Xavier, ils savent que la capitale est Miyako, ils imaginent un chapelet d'îles, comme les Ryukyu, qui va jusqu'aux îles de Miyako. Voilà. C'est la première représentation graphique. Évidemment, les jésuites y vont chaque année, les marchands, et les informations s'accumulent. Les Portugais ne remontent pas très au nord, mais ils ont des informations par les Japonais. Et ces informations convergent vers Goa, puis Lisbonne, et là, il y a une seconde
type de cartographie du Japon où l'on voit que les îles du nord de la carte précédente se coagulent, se coagulent au sud de la Corée pour former, c'est en orange un peu, ce qui va devenir l'île de Kyushu. Et cette représentation va avoir beaucoup de succès, va être reproduite dans une douzaine de cartes jusqu'en 1568. Les îles de Ryukyu sont bien nommées sur cette carte, et on a des toponymes qui apparaissent dans le massif orange au sud de la Corée, dont le port de Kagoshima, où est arrivé François Xavier. Donc là, on a une information qui vient des écrits de François Xavier de l'environnement Jésus. Cette représentation va être reproduite même par les Hollandais sous forme de gravure. Mais il y a une autre représentation qui apparaît quasiment au même moment d'un autre cartographe, Bartolomeu Velho, qui est à Lisbonne et qui bénéficie visiblement d'autres informations et qui reproduit un autre type de représentation qui aura un certain succès en Hollande. C'est juste derrière moi, vous voyez l'archipel japonais en noir, et ça ressemble un peu aux représentations de Bartolomeu Velho. Vous voyez Miyako en haut, ça représente au sud de l'île de Honshu. On voit très bien en orange l'île de Shikoku, et puis en dessous l'île de Kyushu, qui est représentée par diverses îles vertes, mais qui est quand même très bien représentée. Et dans une autre carte qui est en très mauvais état, c'est pour ça que j'ai fait ce petit dessin, on a la même carte en bas, avec l'île de Miyako, donc c'est le sud de l'île de Honshu, mais il a rajouté une île au nord, c'est l'île de Hokkaido, sous le nom de Yezo, qui apparaît pour la première fois sur une carte européenne. Donc là, on a un progrès. En plus, l'île du Japon, l'archipel est placé à l'est de la Corée. C'est aussi un progrès par rapport aux cartes précédentes. La troisième type de carte est faite par un cartographe de Goa, qui s'appelle Fernand Vaz Dorado. Une carte voici de 1568, et cette carte va avoir un succès considérable, va être copiée abondamment par les Hollandais, et c'est sous cette forme en croissant que le Japon va être divulgué en Europe un peu jusqu'à 1595. Alors vous voyez la Corée à gauche, l'archipel du Japon à droite, avec l'île de Kyushu, qui est plus homogène, mais qui a encore un canal maritime au milieu, on ne sait pas pourquoi. Le sud de l'île de Honshu, au-dessus, où il est bien indiqué les minas de prata, les mines d'argent que l'on a découvertes, qui sont si importantes pour les Portugais. L'île de Shikoku, en dessous, qui est bien dessinée. Et puis cette pointe à droite qui est très bizarre, mais qui est simplement l'extension de la péninsule de Kii. Je mets cette carte, je montre la carte moderne. Vous avez en effet Kyushu, le sud d'Honshu avec Miyako et la péninsule de Kii. Et là, cette carte surreprésente cette péninsule de Kii, c'est pour ça qu'on a cette forme en croissant. C'est finalement une carte assez exacte, contrairement aux apparences. Alors cette carte va donc être divulguée par la gravure, par les Hollandais, mais tout va changer assez vite avec l'arrivée d'un jésuite, Ignacio Moreira, vers 1583. C'est un jésuite qui s'installe près de Miyako, qui apprend le japonais assez vite, et qui a des connaissances en cartographie et en cosmographie. Et lui, sur des bateaux japonais, il va colliger des informations assez précises. Et on le sait seulement par des textes de Valignano, d'autres, qu'il a beaucoup œuvré sur des cartes, et qui produit une carte vers 1580 et quelques, qui représente le Japon d'une manière assez exacte. Cette carte a été perdue, mais elle a été reproduite à Lisbonne, on le sait, par Luis Teixeira en 1592. Et cette carte a été perdue, elle aussi. Mais on la connaît par la gravure qu'on a fait en Hollande, Abraham Ortelius, c'est celle-ci, qui est la première carte, disons, un peu moderne du Japon. Vous avez l'île de Kyushu, Honshu, Shikoku, bon, il manque la partie un peu nord de Honshu, et puis Yezo, mais là, on a le Japon, avec
péninsule de Ki dans sa véritable proportion, on a l'apparition d'une carte véritablement presque moderne du Japon, et c'est cette carte qui va être reproduite maintenant de livre en livre par des cartographes italiens, français, anglais, que sais-je. Ce qui est très curieux dans cette carte, c'est que la Corée est représentée comme une île, et ça c'est une bizarrerie. C'est-à-dire que les Portugais n'allaient pas en Corée, que les connaissances sur la Corée étaient quasi nulles, mais bon, c'est quand même extrêmement bizarre. Et maintenant, on va avoir des cartes en 1628, vous voyez, où l'on va avoir le Japon dans sa forme quasi moderne, un petit peu, disons, un peu trop au sud. Hein, l'île de Honshu n'est pas exactement bien située, hein, elle est beaucoup plus verticale. Et puis l'Asie n'est pas proche mais du nord. Mais on voit Yezo, c'est Hokkaido, Honshu, Shikoku. Et alors là, cette cartographie va perdurer pendant quasiment 2 siècles. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Japon se ferme à toute influence étrangère. Les Japonais, les Portugais, les Jésuites, aucun Européen ne peut venir. Les Hollandais sont cantonnés sur leur petite île, ils ne peuvent pas naviguer. Donc pendant plus de 2 siècles, la cartographie du Japon n'évoluera pas. Et il faudra attendre 1854 avec la réouverture forcée des ports japonais pour que les cartographes européens redéveloppent la cartographie du Japon et lui donnent sa forme véritablement moderne. Mais les Japonais ont gardé cette forme, ils ont hérité de cette forme que les Européens ont donnée à leur pays. Et sur les paravents japonais, on voit ce genre de figure où l'on voit une carte du Japon qui est faite évidemment sur les modèles européens que je vous ai montrés juste avant, mais voilà. Et simplement l'intérieur, vous avez les petits globules de la représentation traditionnelle du Japon qui représentent les provinces les unes à côté des autres avec leur nom. Mais là, les contours du Japon, avec son univers maritime, sont fixés et les Japonais vont garder cette forme européenne dans leur représentation sur les objets. Voilà, j'ai fini ce parcours cartographique et pour indiquer quand même pour ceux qui veulent aller plus loin que je tire toutes ces informations, ces cartes de ce livre qu'on a édité il y a quelques années et plusieurs fois réédité, qui s'appelle La découverte du Japon. C'est un petit livre de poche où il y a tous les premiers textes portugais et européens, italiens et jésuites sur le Japon lors des 10 premières années, et aussi toutes ces cartes que je vous ai montrées, et beaucoup d'autres, hein, puisque c'est un cahier cartographique que j'ai commenté, qui fait 64 pages. Voilà, j'ai fini. Merci à vous. Non. Ah si. Merci Michel pour ce rapide et passionnant parcours cartographique et je confirme ce que vous venez de dire sur l'ouvrage que vous avez publié pour avoir pu le partager, le lire et le recenser pour les Kyudo. C'est un livre passionnant et qui nous montre à quel point les échanges entre Japonais et Européens ont été féconds à cette période. Alors comme vous l'avez bien dit, à moment de l'ère Tokugawa, les Japonais se referment à toute influence étrangère et pendant 2 siècles, plus aucun contact avec aucun Européen, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, le pays s'ouvre de nouveau à l'influence étrangère et c'est pour ça que je me tourne vers Fabrice Jonker. Qui est en train d'essayer d'arranger le truc. Ça va arriver. Dès qu'il va y arriver, t'inquiète pas, je vais donc je te laisse. Je disais, je me tourne vers toi pour que tu puisses nous revenir sur cette ouverture inversée. Sur l'ouverture du pays au XIXe siècle. Alors, 1853, c'est les contacts. Ouais, c'est le spécialiste. C'est les contacts avec les. Voilà, on va anticiper un petit peu. Les Américains, je vais faire la petite. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous parlerai de ce dont je vais vous parler présentement. C'est-à-dire que j'aborde la question de l'ouverture du Japon, l'ouverture forcée, donc évidemment c'est un non-consentement à partir des années 1850-60, et la réaction qu'ont les Japonais face à l'extérieur, parce que le thématique c'était la frontière, mais la frontière intellectuelle comme la frontière géographique. Et de ce fait, aborder la frontière au Japon, c'est aussi aborder une histoire des mentalités, c'est-à-dire comment
percevoir l'autre et comment l'autre vous perçoit. Et le Japon, c'est exactement ça. C'est-à-dire comment les Japonais ont réussi à s'ouvrir au monde, ou du moins à laisser le monde entrer chez eux, à s'y adapter et à retourner les armes, peut-on dire, parce que c'était une réelle agression, des étrangers contre eux. Donc c'est pour ça qu'on voit très bien dans cette estampe-là. Alors je précise, cette conférence, à la base, est une conférence qui est très longue et qui a été tenue pour des enseignants d'histoire géo et des officiers. Donc mon prisme, c'est l'aspect stratégique et doctrinal, c'est-à-dire comment on s'adapte. Voilà, c'est le Japon entre frontières glaciers et nouvelles frontières. On a parlé de la fermeture du Japon sous l'époque des Tokugawa et de sa réouverture forcée au XIXe siècle et la nouvelle frontière, c'est-à-dire qu'effectivement, on connaît tous l'empire du Japon des années 1941, un des plus grands empires que le Pacifique, puisqu'on va quand même de l'Australie jusqu'aux Aléoutiennes et du Vietnam jusqu'à quasiment Hawaï, ce qui est considérable pour un petit pays de cette taille-là, relativement petit. Et en présentation, je vous ai mis cette estampe par Kinuko Yamabe. Alors, tout le monde connaît la vague de Hokusai. Et ben, c'est une reprise, un artiste qui est né dans les années 1940, il est né exactement en 1940. Et qu'est-ce que voulait symboliser Hokusai à son époque? Il symbolisait la fin d'une époque, la fin d'Edo, la fin du shogunat Tokugawa, stylistiquement parlant. Et c'est une tradition iconographique à laquelle il a ajouté un dynamisme assez occidental dans son estampe. Il y a un mouvement, il a rompu avec les canons de l'époque antérieure. Et donc il voulait symboliser la puissance et la dangerosité de la mer. On parle du tsunami, c'est pas du tout certain chez Hokusai. Là, qu'est-ce qu'on a? On a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a la symbolique d'Hokusai, intrusion de la modernité dans le Japon traditionnel. Donc on a la reprise de ce qu'on pouvait penser de Hokusai, ce que Hokusai avait représenté, et derrière on a un bateau américain qui vient forcer les portes du Japon. Donc on a la confrontation de deux mondes. Je rappelle, cette estampe quand même est une estampe de 1975, je crois. Donc on voit bien que c'est une thématique qui persiste. Alors la frontière, au Japon c'est assez particulier, c'est ça ma proposition. C'est d'envisager cette notion de frontière. Philippe Pelletier, qui est vraiment un des plus grands spécialistes de la géographie japonaise et de la géographie japonaise et de la conception du temps, de l'analyse anthropologique du temps et de l'espace au Japon, disait effectivement qu'il n'y a pas de frontières naturelles. Je sais pas, on a tous appris qu'en France, la France de Louis XIV devait atteindre ses frontières naturelles, les Alpes, les Pyrénées, le Rhin. Et on a dit la même chose du Japon. D'ailleurs, même les Japonais, à une certaine époque, l'ont pensé. Mais ce n'est pas le cas. En fait, les Japonais, longtemps, ont pensé en profondeur. Et ils ont pensé en profondeur comme ils ont pensé sur le modèle chinois. Les Chinois pensaient en modèle de profondeur, et ils pensaient aussi en mode civilisé, barbare. Les Chinois raisonnaient de la même façon. Les Japonais, qui ont été influencés dès le 9e, 8e siècle, ont pensé exactement la même chose. Pendant très longtemps, ils ont pensé en mode barbare et civilisés, eux étant les civilisés, étant donné qu'ils étaient les fléaux de la Chine. C'était donc les gens civilisés, et tous ceux qui n'étaient pas comme les Chinois étaient donc des barbares. Ce qui va sans dire qu'en 1853, quand les Américains arrivent, ce sont donc des barbares. Et justement, ils pensent en termes de frontières, en profondeur. Ce n'est pas étonnant, parce que la mer, l'océan et la mer sont des conceptions, sont des entités qu'on ne peut penser que dans la profondeur. Et le Japon étant lui-même une multitude d'îles, on a plusieurs milliers d'îles, on ne peut pas penser la territorialité quand on a un territoire qui s'étend de l'équivalent globalement du Québec jusqu'à la Floride. C'est la longueur du Japon. Si on veut se représenter, si on transposait, ça serait à peu près ça. Eh bien, il faut bien se rendre compte qu'un territoire de cette dimension ne peut être pensé que dans une profondeur et non dans une ligne figée. Donc, il n'y a pas de frontière au sens séparation linéaire. La frontière au Japon, c'est donc une épaisseur, c'est donc un mouvement, puisque c'est un mouvement qui est scandé par une extension et une rétractation au-delà des océans. Dans l'histoire japonaise, on a sans cesse ce mouvement. Extension, tentative d'extension, on en parlait sous les Tokugawa. Avant les Tokugawa ont fermé le pays, mais avant, pendant les guerres civiles, on a des maîtres du Japon, qui étaient donc des shoguns, qui eux ont essayé d'envahir plusieurs fois la Corée. Ça n'a pas marché. Mais il y a eu des tentatives d'extension et même de soumission de la Chine. Ça n'a pas marché, évidemment. Donc c'est un mouvement
On le voit jusqu'en 1941, 1942, 1943, c'est un mouvement permanent de ressac, extension, rétractation, ce qui est très différent par exemple de l'Empire britannique, qui à partir du moment où l'Empire britannique commence à acquérir une flotte, il n'y a plus de rétractation, il y a une extension permanente sur l'extérieur. L'Empire britannique, on le voit bien à partir du moment où, en gros, à partir d'Élisabeth Ier, à partir du moment où l'Empire commence à se constituer, il y a extension permanente jusqu'à l'effondrement des années 46, les indépendances. Le Japon, c'est pas du tout ça. Tentative de sortie de ces frontières, qui sont donc mouvantes, échec ou pas, rétractation, etc., etc. Et c'est aussi une ligne, parce que cette épaisseur, elle est bordée d'une ligne extérieure qui permet de faire front et de s'opposer aux barbares. Donc quand l'État japonais fixe ses frontières, c'est toujours à l'issue d'une pression extérieure. Tout simplement parce qu'avant que l'État japonais soit obligé de fixer une frontière, il a une frontière en épaisseur, qui est mouvante. Il fonctionne comme la Chine, il y a des États qui sont un petit peu féaux. Genre par exemple Okinawa, c'est une île féale. Le Japon, comme la Chine, a des vassaux ou des co-souverainetés. C'est l'équivalent par exemple de Taïwan, ça a été Taïwan, ça a été Okinawa. À partir du moment où les Occidentaux arrivent, le Japon est obligé d'acquérir une conception nouvelle de la frontière, c'est la frontière westphalienne, c'est-à-dire qui est issue de la guerre de 30 ans en Europe, donc une frontière assez figée. Donc le Japon essaie de concevoir cette frontière-là, une nouvelle conception de la frontière pour le Japon qui ne la percevait pas de cette façon-là. Et les frontières du Japon, c'est aussi spécifique à l'ouverture du Japon, l'ouverture forcée, donc militaire du Japon, c'est que ce sont des frontières d'une nation. Le Japon passe directement à l'État-nation. Politiquement, il passe à l'État-nation et à l'Empire. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, il est obligé de penser sa frontière de façon linéaire et en profondeur. Alors, pour petit rappel, parce qu'on pense toujours que le Japon a été fermé et puis n'a plus bougé pendant 200 ans, alors c'est vrai et c'est faux, dans la mesure où, par exemple, il y avait énormément de circulation maritime intra-japonaise, beaucoup de navires qui circulaient, qui faisaient le tour de toutes les îles, donc un très très grand trafic. Il y avait un petit peu de trafic avec la Chine, un peu de trafic avec les Hollandais qui étaient à Nagasaki, tout simplement parce que les Hollandais, étant protestants, considéraient qu'ils n'allaient pas faire de prosélytisme, donc on les avait placés à Nagasaki. Et voilà, donc là, on se dit, une fois que ça s'était fait, il n'y avait plus d'intrusion étrangère, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux à partir du moment où la Chine, elle, la Chine des Ming s'effondre en XVIIe siècle, qu'elle est remplacée, les Ming sont remplacés par une dynastie mandchoue, et donc que les relations entre la Chine et le Japon s'estompent, voire s'annulent complètement, pas pour la question de la fermeture, mais pour les raisons de changement de dynastie. Souvenons-nous que les Japonais ne peuvent pas supporter tout ce qui est nomade, tout ce qui est mandchou, tout ce qui vient des steppes, donc pour eux, il n'y a plus de suzeraineté chinoise à partir de 1644, quand les Ming s'effondrent. À partir de ce moment-là, ils considèrent que les Mandchous ne sont plus du tout des Chinois. De ce fait, il n'y a plus d'avoir de relations avec des barbares. Et au XVIIIe siècle, donc, il y a un effondrement des relations avec la Chine. Il y a la recherche d'un nouveau modèle, tout dans un État qui est complètement fermé. Et que se passe-t-il? Petit à petit, on voit que les États européens, va-t-on dire, les États-Unis et les États européens, dont je mets la Russie avec, commence justement à explorer le monde, enfin explore notamment le Pacifique, et à partir du XVIIIe siècle, on a déjà des incursions. Fin XVIIIe siècle, on a des incursions. Les Japonais, leur tradition, c'est que dès qu'un navire arrive, ils décapitent tout le monde. Comme ça, ils disent le message est clair, un navire, des naufragés arrivent, sont jetés sur la côte du Japon, on décapite, on en laisse 2-3 histoire de témoigner que c'est pas la peine de venir s'échouer sur les côtes du Japon, comme il n'est pas nécessaire de venir négocier quoi que ce soit. Cependant, les Russes accentuent leur pression, ils descendent toujours plus au sud à la recherche des mers chaudes, ils descendent toujours plus au sud, donc les Russes commencent à lorgner sur Sakhalin et Hokkaido, et les Britanniques et les Français aussi s'intéressent au Pacifique à la fin du XVIIIe siècle, donc on a des navires qui s'approchent des côtes japonaises, et parfois même des navires qui eux-mêmes livrent combat dans les eaux japonaises. Là on a par exemple le Phaéton, et on a en 1808 un navire hollandais ennemi qui est capturé par une force franco-française dans les eaux japonaises. Et les Japonais voient ça de très mauvais oeil en disant on ne connaît pas ces pays et pourtant ils viennent se livrer bataille chez nous. Donc voilà, déjà il y a une intrusion de l'étranger complètement.
Et le shogunat lui-même se retrouve complètement piégé, parce que qu'est-ce qu'il peut faire le shogunat? Il ne peut rien faire, vu qu'il a interdit la construction navale dans son propre pays. Donc les Japonais ont perdu toute compétence de construction navale, ils ne savent plus faire, et ils voient des navires qui progressivement sont de plus en plus gros, de plus en plus imposants, dès le XVIIIe siècle, venir de façon plus ou moins hasardeuse dans leurs eaux. C'est ce que disaient les Français, les Anglais, on est arrivé là par hasard. C'est pas tout à fait vrai en fait. Et donc petit à petit, il y a des empiètements territoriaux dans les mers qui bordent le Japon et en Chine. Il faut se souvenir de la guerre de l'opium où l'Angleterre force la Chine à s'ouvrir. Souvenez-vous, l'Angleterre fait la guerre à la Chine pour qu'elle s'ouvre et qu'elle partage, enfin qu'elle signe des traités inégaux. Et les Japonais voient ça avec un très mauvais œil, ils voient ça de loin et ils se disent mais nous ça va nous arriver à un moment. Parce qu'ils voient bien la conquête du Tonkin, la conquête du Vietnam, ils voient bien la présence britannique qui s'installe en Asie du Sud-Est et donc les Japonais commencent à fortement s'inquiéter, mais pour l'instant, ils font un peu la politique de l'autruche. Ils vivent sous le règne d'un shogun qui a décidé de la fermeture. Il dit le mieux c'est de tout fermer, parce qu'il y avait un shogun précédemment à la fin du 18e qui s'est dit on va ouvrir. Un shogun en 1820 lui dit c'est fini, c'est des bêtises tout ça. On va tout fermer, comme ça ce qui se passe à l'extérieur ne nous concerne pas, et de toute façon, vu qu'on ne fera pas de vagues, personne ne viendra nous voir. Bon ben c'est raté. Voilà, c'est en 1853 ce qui a marqué les Japonais énormément et ce qui explique aussi l'animosité qu'il y a pu avoir au Japon contre les Américains et qu'on pense toujours que 1941 c'est né ex nihilo, c'est pas lié à ça, c'est lié à cette intrusion américaine. C'est les premiers, les Américains, qui aient osé forcer les ports du Japon comme il avait fait en Chine. Donc il faut savoir qu'un bateau comme ça c'est donc l'amiral Perry qui arrive en 1853 et qui dit voilà, bon, nous on veut faire du commerce avec vous. Les Japonais disent ah bon, et l'amiral il dit vous voyez nos navires, bon, et bien écoutez on revient dans un an, et puis dans un an on aura une réponse bien sûr positive, ça va de soi, et en plus on va revenir plus nombreux. Donc vous avez un an pour vous mettre pour discuter entre vous, faites ce que vous voulez, mais nous voulons absolument l'ouverture du Japon à nos produits. Donc c'est une sorte de libéralisme forcé. Un navire comme ça, c'est celui-là par exemple, c'est 3200 tonnes. Un navire japonais le plus gros de l'époque c'est 75. Donc on voit tout de suite que les Japonais ne sont pas du tout armés pour rivaliser avec les Américains. Donc les Japonais se disent c'est un viol de nos frontières, enfin de nos limites territoriales, qu'est-ce qu'on fait? Alors bon, je vous passe très rapidement dans le détail, il y a des factions. Tout au long de l'histoire du Japon, il faut bien comprendre qu'il y a des factions. Jusqu'aux années 1945, il y a des factions permanentes qui se battent pour savoir ce qu'il faut faire et qui ont des options géostratégiques différentes sur ce que doit faire le Japon politique extérieure et le comportement que le Japon doit avoir avec les pays extérieurs. À l'époque de l'arrivée des Américains, par exemple, le shogunat ne sait pas trop quoi faire, mais l'empereur, lui qui est assez inexistant, mais la cour, disons, est pour la fermeture. Le shogun, au début, pour la fermeture. Ensuite, le shogun dit oui, très bien, on va ouvrir. L'empereur dit non, il ne faut pas ouvrir. Ensuite, il y a retournement de situation. Parce que face à des bombardements répétés que les Français, les Américains, les Anglais font au Japon pour dire ouvrez vos frontières, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, en fait, il retourne en situation, le shogunat est renversé par les tenants de l'ouverture, et les tenants de l'ouverture disent il faut absolument se moderniser, il faut donc ouvrir la frontière aux étrangers, et il faut se moderniser pour nous repousser la frontière le plus loin possible, pour ne plus être envahi. Donc, pour comprendre un petit peu comment ça se passe sur cette frontière mouvante, je vous cite quelques dates. Là, on a les extensions maximales de l'Empire japonais depuis 1880 à peu près. Donc en 1853, le commandant Perry, à la force de son escadre, à la tête de son escadre, force le Japon. Très rapidement après, les Japonais veulent donc étendre leurs frontières le plus loin possible. Ils s'emparent d'Hokkaido et d'Okinawa, toujours en prétendant que Okinawa c'est japonais, que les peuples d'Okinawa leur doivent tribut, donc ils s'en emparent. En 1894, on a très vite une guerre contre la Chine, et là, une nouvelle fois, une extension du périmètre. Les Japonais s'emparent de Taïwan, des Pescadores, de la Corée, informellement la Corée c'est 1910. De Port Arthur qui sera sujet à guerre avec la Russie juste après, en 1905, victoire des Japonais contre les Russes en 1905, les Japonais s'emparent des Kourils, de Sakhaline et de la Mandchourie. En 1917, les Japonais ont le bon sens de s'allier avec les Alliés, et donc ils récupèrent toutes les îles, tous les mandats allemands dans le Pacifique. Donc on voit bien le périmètre qui s'étend cette fois-ci en diagonale dans le Pacifique. En 1931-1945, globalement, il y a la guerre contre la Chine, la guerre de 15 ans. Là, les Japonais récupèrent la Chine, la Mandchourie et l'Indochine.
Et en 41-42, ce qui est très court, c'est les 6 mois de guerre victorieuse, ils récupèrent quand même les Aléoutiennes, l'Indonésie, les Philippines, la Birmanie, la Papouasie. Tout ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas comme la France. La France, elle peut récupérer par exemple la Savoie en échange de sa participation à la guerre contre l'Autriche par Napoléon III. Un petit échange sympathique. La France a acheté la Corse, par exemple. Les Japonais, c'est pas comme ça. Les Japonais, à partir du moment où il y a le viol de leurs frontières, décident d'étendre leurs frontières le plus loin possible par la guerre. Ils ne négocient pas, ils ne font pas spécifiquement d'échange, ils conquièrent. Et ensuite, ils négocient. Mais d'abord, ils conquièrent. Donc, le cas japonais, il est unique dans l'histoire parce que nous, les pays occidentaux sont issus d'une longue tradition. On a théorisé l'extension de nos frontières, on a théorisé l'extension stratégique, les options stratégiques. Les Japonais, pas du tout. Quand les Américains arrivent, il n'y a aucune école japonaise de pensée de navale, il n'y a rien, ça n'existe pas. Il n'y a pas de doctrine navale japonaise qui prenne en compte les différentes possibilités de conflits, d'extension maritime, ça n'existe pas, c'est zéro. Ça, c'est un cas unique dans l'histoire, parce que tout simplement, le Japon en 1850 n'est rien navalement, enfin c'est zéro. 1860 c'est rien, 1880 c'est rien, et 1905, les Japonais battent la Russie. Et donc là, c'est devenu une puissance navale essentielle. Et les questions initiales que se posent les Japonais, que nous, on a dû se poser, mais à travers des siècles entiers, on s'est posé ça sur 500 ans, eux, en 20 ans, ils doivent se poser la question de nos frontières, comment protéger les côtes, quelle est la profondeur maritime nécessaire pour être à l'abri, donc jusqu'à quel point va-t-on opposer la frontière, doit-on prendre l'initiative ou attendre qu'on nous attaque? Donc, est-ce qu'on doit laisser la frontière être violée ou doit-on créer une surfrontière au-delà de notre frontière? Et quel type de navire est susceptible d'intercepter au mieux l'adversaire qui de toute façon sera possiblement plus rapide et plus puissant que nous? Les Japonais ont aussi cette contrainte, c'est qu'ils savent qu'un conflit long, c'est une défaite, c'est assuré. C'est quelque chose qu'ils vont oublier dans les années 30, mais un conflit long, ils ne peuvent pas tenir un conflit long. C'est un pays insulaire qui a très peu de ressources, aucun hydrocarbure, aucun gaz, qui n'a pas de minerais, qui n'a rien. Donc concrètement, un conflit long avec de multiples ennemis, ce n'est pas possible. Il faut toujours avoir des fournisseurs, avoir un ennemi, pas deux. Voilà, jamais plus de 2 ennemis. Un faible et un fort. Donc quand il y a la fermeture et l'ouverture, évidemment, il y a ceux qui veulent qu'on ferme tout, et il y a ceux qui veulent qu'on ouvre à tout. Alors comment ouvrir? Alors on a différentes écoles. On a par exemple des gens comme ceux qui arrivent à prendre le pouvoir en renversant le shogun et qui constituent le renouveau de Meiji dans les années 1870, c'est Sakuma Shozan et ensuite Yamagata Aritomo. Ce sont 2 personnages essentiels parce que le premier, qui est un enfant, qui est un samouraï en quelque sorte, et qui lui pense qu'il faut, pour se défendre et protéger sa frontière, il faut se projeter. C'est comme le Limès, il faut créer une frontière très lointaine avec beaucoup de troupes. Il faut une marine forte pour protéger les routes de communication, pas dominer la mer, protéger les routes de communication. Et il faut une frontière terrestre, donc projetée lointainement pour la frontière maritime. Donc les Japonais ne se contentent pas de dire il faut une frontière maritime, un périmètre maritime autour du Japon. Il faut que cette frontière maritime, elle passe par une frontière terrestre en Mandchourie, en Chine, en Corée, voire en Russie. Et au sud, dans l'Asie du Sud-Est et sur toutes les îles pacifiques. Et ce Yamagata Aritomo, lui, il pense effectivement que, et c'est lui qui va conditionner en grande partie toute la politique japonaise jusqu'en 1945, que la ligne de souveraineté qui, en gros, entoure le Japon à quelques milles nautiques du Japon doit être protégée par une ligne plus lointaine d'intérêt. Donc la ligne plus lointaine d'intérêt doit vraiment être projetée extrêmement loin, mais il ne dit pas où. Parce que ça s'arrête à Taïwan, ça s'arrête aux Indes, ça s'arrête en Australie, ça s'arrête à Bornéo, ouais, on ne sait pas. Mais en gros, chaque fois qu'il y a une conquête, il faut aller protéger plus loin. En fait, c'est un effet d'entraînement permanent, ça on ne peut pas s'arrêter. Les Japonais n'ont pas trop su s'arrêter comme les Romains à Totobo, quand ils ont pris une raclée par les Germains, en 14, ils se sont arrêtés, les Romains, ils ont dit que le Limès s'arrêtera là. Les Japonais n'ont pas su trop faire ça. Donc, oui, voilà, typiquement, voilà. Donc, les conclusions qui ont été tirées, c'est que pour empêcher un adversaire d'aborder la frontière, donc la côte japonaise, il faut reporter la ligne de défense extrêmement loin.
Et donc les eaux bordurières du Japon, c'est déjà trop tard. Quand un adversaire arrive dans les eaux territoriales, c'est beaucoup trop tard. Il faut repousser la frontière. Pour repousser la frontière et ne pas se laisser surprendre, comme c'est arrivé avec les Américains en 1853, il va falloir mener des actions offensives limitées. C'est-à-dire qu'on attaque. On attaque les premiers. Comme ça, au moins, on est à peu près tranquille. On est à peu près certain qu'on contrôlera la force adversaire, la force ennemie. Et puis il faut l'attaquer à l'endroit où on l'a décidé, évidemment. Pour les Japonais, ce qui explique Pearl Harbor, et ça on l'oublie souvent, ça explique Pearl Harbor, mais ça explique aussi la bataille, l'attaque surprise de Port Arthur en 1905 face aux Russes, c'est que pour les Japonais, le mieux c'est de gagner sans combattre. En gros, c'est ça, Pearl Harbor, c'est gagner sans combattre. C'est Sun Tzu, c'est quand même des disciples de la Chine. Et pour eux, si on peut éviter de mener de longues batailles d'attrition, c'est beaucoup plus simple. Donc, si on peut mener une bataille simple dès le départ, qui évitera une longue guerre, on le fait. Ça, c'est une tradition depuis 1860 à peu près, qui se souvient dans le néo-confucianisme qu'il faut, influencé par la Chine, qu'il faut gagner une guerre sans combattre, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, ils se disent, on va se préparer, on va se réarmer, on va concentrer nos forces, on va attendre l'ennemi, on va l'attirer à l'endroit qu'on veut, le surprendre et l'amoindrir. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va protéger notre frontière. Et bon, ça c'est vraiment, typiquement, ça explique un petit peu ce concept un peu du Wing Chun, précisément, enfin, de la défensive offensive, c'est-à-dire on va mener des offensives pour se défendre. C'est très étrange comme conception, mais on fait la guerre pour la paix. Typiquement, on fait la guerre pour la paix. Donc voilà, donc les Japonais ont bien conscience qu'ils ne peuvent pas se battre seuls contre le monde entier, ils n'ont pas ce désir-là. Donc, quelle est la politique japonaise des frontières et de territorialité pendant une bonne partie du début du XXe siècle? C'est de se garantir avec la plus grande puissance navale du monde, c'est-à-dire en gros la Grande-Bretagne. Les Japonais sont très conscients qu'ils ne peuvent pas se battre seuls, donc ils se garantissent avec une alliance avec la Grande-Bretagne en 1902, ce qui est quand même très, très honorable, puisque c'est la plus grande puissance mondiale à l'époque. Et les Japonais décident de ne s'attaquer qu'à des puissances qui sont soit incapables de reconstituer rapidement leur force navale, la Russie et la Chine. Une fois que les Japonais détruisent les flottes chinoises et russes, elles sont quasiment inexistantes. D'ailleurs, à tel point que maintenant, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on ait une flotte chinoise cohérente. Il a fallu attendre les années 1950 pour avoir une force soviétique navale qui commence à ressurgir. Avant, il n'y avait rien. Il faut contraindre, les Japonais pensent ça jusqu'aux années 20, les adversaires à se battre dans le cadre régional du Japon. Donc on les attire à l'endroit qu'on veut pour les détruire. Donc on sait, bataille de Tsushima par exemple, en 1905. Et il faut avoir des ennemis communs. C'est-à-dire si on peut être plusieurs sur la même carcasse, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est l'exemple de l'Allemagne, qui est l'ennemi commun en 1917. C'est très pratique. Donc les Japonais, on pense vraiment, ça c'est la frontière intellectuelle, qu'on ne sait pas d'où ils sortent leur doctrine. Comme je dis, il n'y en a pas de doctrine navale. Donc les Japonais sont très pragmatiques, ils se disent, puisqu'il va falloir se battre contre des Occidentaux, on va aller chercher chez les Occidentaux leur façon de penser. Et ils vont éditer plusieurs pensées. Ils vont se battre au départ, comment dire. Il y a l'armée de terre qui pense qu'il faut conquérir des terres, repousser la frontière uniquement terrestre, et la marine qui dit mais non, c'est la ligne de défense, c'est vraiment la mer. Donc on voit bien que, par exemple, pour l'amiral Yamamoto Gombei, c'est vraiment le père de la marine japonaise. La primauté doit être donnée à la stratégie maritime. Ce n'est pas la stratégie terrestre qui l'emporte, c'est la mer. C'est-à-dire que qui dominera cette mer, qui dominera les routes qui contrôlera les routes qui pointent vers le Japon, contrôlera la politique japonaise. Et voilà, et l'autre chose, et ça on le voit ici sur la fin, c'est-à-dire qu'en gros, les Japonais, je vais vous montrer tout de suite, ils vont chercher une somme de connaissances maritimes et navales chez les Occidentaux, les Européens, les Américains et les Coréens. L'amiral Jing Sun-si, au XVIe siècle, a battu 21 fois consécutives les Japonais. 21 fois consécutives. Quand ils ont tenté d'envahir la Corée. Et bien les Japonais s'en souviennent, et dans les années 1880, ils se disent tiens, si on allait piocher chez cet amiral-là pour savoir comment il a fait pour nous battre. Ils se sont souvenus. Et ils se sont dit comment ont fait les Américains pour arriver, les Américains comment ont-ils fait pour arriver à avoir cette primauté, les Britanniques, cette primauté navale. Donc ils vont aller chercher dans ces trois sources. Donc la première source, c'est la jeune école française de l'amiral Hope du début du XXe siècle, en gros. C'est vraiment une des grandes écoles, alors qui ne nous a pas été une grande réussite pour nous,
Mais les Japonais ont su prendre ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, voilà, il faut faire une guerre d'attrition, il faut faire une guerre de course, il faut faire une guerre de diminution du potentiel ennemi, dans des eaux qui sont un petit peu plus lointaines, et une fois qu'on aura réduit les flottes adverses, une fois qu'on aura réussi à la rendre inopérante, à ce moment-là, on pourra l'attaquer avec des plus gros moyens. Donc, doctrine prééminence de la défensive, on construit les navires les plus rapides possibles, on fait plein de petits navires de petit tonnage, et on fait l'attaque de course rapide, ce qui explique pourquoi on a des attaques de nuit, pourquoi on a des attaques surprises. Ça vient, entre autres, de cette école française, qui nous a pas été très favorable en France, parce qu'on a oublié qu'il fallait aussi des navires importants. Et la deuxième, c'est l'école des océanistes. Ça, c'est l'école la plus importante, c'est l'école anglaise et américaine du début du siècle, où cet amiral, l'amiral Mahan, a théorisé le pouvoir maritime dans le monde depuis le XVIIIe, voire XVIe siècle, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, une école anglo-saxonne. Et lui disait qu'il fallait une grande marine de guerre composée de navires puissants. Il faut des bases et des arsenaux. Donc les bases et les arsenaux, il faut des conquêtes insulaires et territoriales lointaines pour pouvoir placer ses bases et ses arsenaux. Il faut un investissement fort de l'État, donc un État pas totalitaire, mais disons un État puissant, un État qui ne soit pas très contesté. Et il faut des acquisitions de points d'appui dans le monde, ce que faisaient les Britanniques, ce que faisaient les Américains, ce que faisaient les Français. Et pour lui, ce qui importe, c'est la bataille décisive et le contrôle des routes maritimes. Donc voilà, donc les Japonais s'emparent de l'école française qui dit qu'il faut des flottilles, des attaques, il faut attaquer l'ennemi dans ses ports, lointains, surprise, de nuit. Mais il faut aussi une marine forte qui, elle, pourra protéger les routes de communication et qui permettra à toute force ennemie puissante de s'approcher de nos côtes. Alors, tout simplement, voilà, donc ça c'est les influences coréennes, c'est-à-dire que globalement les Japonais s'inspirent donc du bateau tortue qu'on voit bien, mais c'est-à-dire effectivement l'aménagement des forces ennemies au XVIe siècle, c'est ce qu'ont fait les Coréens, mais les Japonais font la même chose. Donc ils prennent ces trois théories-là et ils décident qu'effectivement ce qu'on voit là, c'est qu'ils décident de le tester face à la Chine. Ça marche extrêmement bien. En 1894, ils exterminent la flotte chinoise, vraiment, qui était de bons navires français. Donc ça y est, la frontière est repoussée à la Chine est inopérante. Et ensuite, ils se décident de repousser encore plus loin leur frontière, donc ils s'attaquent à la Russie, ce qui est un très gros morceau. Ils le gagnent aussi. Alors, comment ont-ils fait? Eh bien, les conditions techniques du succès. On a un slogan, vous voulez en parler peut-être tout à l'heure, c'est Science occidentale, culture japonaise. Ça, c'est le slogan qui date des années 1867. Eh bien, c'est un slogan qui remonte qui est ressorti à ce moment-là, mais c'est un slogan qui ressort à l'époque de Heian, du Xe siècle, où on disait tradition japonaise, culture chinoise. Quand la Chine était le grand modèle du Japon, et bien là, on renouvelle ça, on dit les barbares, c'est des barbares, les occidentaux sont des barbares, cependant, ces barbares ont quelque chose à nous apprendre. Et ce qu'ils ont à nous apprendre, c'est leur technicité, c'est leur technologie. Donc le Japon, en 30 ans, repousse les frontières intellectuelles, parce que ces frontières intellectuelles, il faut se souvenir que c'était des frontières qui étaient extrêmement fermées, c'était hiératique, c'était sclérosé dans une tradition depuis 250 ans. Et bien les Japonais ils décident qu'ils vont aller voir partout pour acquérir les technologies, et ensuite ils vont les utiliser à la façon japonaise, entre autres. Donc ils achètent des navires aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne. Eux, ils inscrivent leurs officiers dans des écoles navales britanniques, et ils confient leur chantier naval à des Français. Ils envoient des étudiants en Allemagne, ils envoient des étudiants à peu près dans tous les pays européens pour justement repousser les limites intellectuelles du Japon. Donc on prend un exemple, et je vais vous donner un exemple clair, typiquement sur un navire. Voilà, la classe Satsuma, alors c'est une conception japonaise de navire avec un blindage allemand, une artillerie anglaise et des turbines américaines. Donc on voit bien qu'ils font du composite. Pour eux, la frontière intellectuelle est complètement repoussée. Ça, il y a un seul pays qui fait ça dans le monde, à ce point. C'est-à-dire s'inspirer des différentes technologies qu'on peut trouver partout, arriver à les dépasser, il n'y a que le Japon qui a fait ça. Donc dans cette frontière, en si peu de temps, dans cette frontière intellectuelle. Ensuite, on a les conditions de succès, les outils de l'innovation technique. Et ben, ils inventent justement une flotte combinée. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils se disent... on va attribuer, on va prendre des différents acquis des différentes écoles navales françaises, américaines, anglaises, et on va la répercuter cette façon de penser dans une flotte qu'on appelle combinée. C'est pour ça qu'il y a l'amiral Yamamoto en 1941, quand il attaque, c'est une flotte combinée composée de cuirassés, de porte-avions, d'avions,
de bombardiers, mais c'est une flotte combinée qui s'articule autour de différents éléments qui vont se compléter les uns les autres. Et ça n'existait pas. C'est les Japonais les premiers qui ont compris ça. Et c'est pour ça, c'est grâce à cette flotte combinée-là qu'ils vont réussir à conquérir un empire, à repousser leurs frontières aussi loin. Donc ils ont réussi à repousser la frontière très, de toute façon, je crois que c'est un des plus grands empires pacifiques qui existait, grâce à une souplesse intellectuelle qui montre qu'on peut repousser la frontière intellectuelle très très loin, parce qu'ils apprenaient tout de A à Z. Alors ce qui se passe, c'est qu'ils ont quand même, un petit peu, à la fin, ils sont allés trop loin, ils ont repoussé la frontière un petit peu trop loin, et les raisons de leur échec, c'était que leur contrainte stratégique, donc l'appréhension de leurs propres frontières devenait ingérable. Parce que le front océanique était beaucoup trop grand. Comment voulez-vous défendre des îles des Salomon ou de Guadalcanal jusqu'aux Aléoutiennes? Pour ça, il faut une guerre illimitée, et les Américains avaient le temps, les Alliés avaient le temps, toutes les ressources qu'il fallait. Les Japonais n'ont pas le temps, n'ont jamais eu le temps. Donc le problème, il est là, c'est qu'il y a aussi une frontière temporelle qui est très très grande. Et justement, les Japonais ne pouvaient pas se permettre de perdre les territoires d'outre-mer. Perte des territoires d'outre-mer, ça veut donc dire perte des ressources. Et ça veut dire restriction du périmètre. Donc en fait, la conception de la frontière japonaise, telle qu'elle a été conçue depuis les années 1860 jusqu'en 1945, a montré sa faille, tout simplement parce que les Japonais pensaient qu'ils pouvaient tenir un périmètre de plus en plus étendu, en le tenant sérieusement, c'est-à-dire en évitant les incursions. Et les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contourné. Ils se sont dit, ok, il y a des profondeurs de frontières, mais on s'en fiche. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer entre les points fortifiés. On va prendre quelques îles importantes, mais on va laisser des garnisons sur des îlots. Peu importe la frontière japonaise telle que les Japonais la conçoivent, elle n'a pas d'importance. On va contourner les points fortifiés. Et alors que les Japonais pensaient aux points fortifiés. Épaisseur et points fortifiés. Ça n'a pas marché. Ce qui fait que, justement, il y a eu une guerre d'attrition qui a fait que le périmètre en profondeur s'est réduit jusqu'à Tokyo, finalement. Les Japonais ne pouvaient pas tenir cette frontière. Donc, ça c'est une lourde appréciation de la combativité occidentale et américaine. Donc ce qui est fou, c'est que là où le Japon commence à ouvrir ses frontières, il a ses frontières violées en 1853 par les Américains, et bien ça se reproduit en 1945. Les frontières, une nouvelle fois, sont violées par les Américains, pour de bonnes raisons cette fois-ci, mais cependant elles sont encore violées par les Américains. Voilà, c'est les raisons pour laquelle justement le cas d'échec stratégique du Japon à Pearl Harbor, c'est vraiment ça. C'est Pearl Harbor, c'est l'extension de la stratégie maritime du Japon depuis 1860. Donc c'est toute une politique qui s'effondre, une défaite tactique, donc une mésestimation de la conception de frontières amène une défaite stratégique, parce qu'on pensait que la frontière en profondeur suffirait, ça n'a pas suffi. Ensuite les bons alliés, on voit bien que le Japon n'a pas su choisir les bons alliés, ça c'est évident par la Seconde Guerre mondiale. C'était une politique d'opportunisme pur, mais qui a été une mauvaise politique d'opportunisme. Et justement la bataille décisive, c'est-à-dire que le Japon pensait systématiquement qu'en battant ses ennemis une fois, deux fois, trois fois dans une bataille décisive, eh bien, il aurait la paix, il pourrait garantir ses frontières, mais il a sous-estimé la capacité d'intrusion et de durabilité d'un ennemi supérieur en capacité économique, et qui lui n'a que faire de la conception de la frontière japonaise. Donc voilà, c'est pour ça que le Japon tout simplement n'a pas su tenir sa frontière et a eu une conception de la frontière qui, à travers son extension maritime, ne lui a pas servi à grand chose, dans la mesure où effectivement le Japon a pu redevenir une puissance économique sans avoir une frontière lointaine, une frontière géographique lointaine. C'est la grande preuve, c'est-à-dire qu'en fait on peut devenir une grande puissance sans avoir cette volonté de projection de force dans la frontière. Voilà pourquoi le Japon aujourd'hui, c'est un peu en déclin, mais est redevenu une grande puissance probablement parce que ses frontières sont ses propres frontières insulaires. Merci à vous. Eh bien, merci à vous Fabrice pour cette présentation des stratégies militaires navales japonaises. Non, mais ça va aller, on a 10 minutes pour les questions. Je pense qu'elles doivent être nombreuses, peut-être pour revenir sur certains points. Donc si la salle me pose des questions, oui. Oui, alors. Oui, bonjour. Alors vous avez dit que ils voulaient repousser sans arrêt la frontière, donc les Japonais pour se défendre, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une volonté, une fois qu'ils avaient conquéri, d'exploiter les territoires, un peu, donc une volonté coloniale aussi? Alors. Une fois qu'ils... Par exemple en Chine... En fait, c'est une... Non, oui, alors c'est une volonté totalement coloniale.
En fait, le Japon, pour pas être dépecé, c'est complexe parce qu'en fait, la question, c'est pour pas avoir. Il y a deux questions. C'est comment ne pas avoir ses frontières violées. Donc, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme faire un combat. Si vous tenez ici, le gars est là. Moi, j'ai des ennuis. Je suis à portée de son bras. Si je me tiens ici, globalement, j'ai moins d'ennuis. C'est la question, elle est là. Et la question, c'est d'abord de se dire, on va tenir l'ennemi le plus loin possible, mais ensuite. Pour devenir une grande puissance, il faut de la ressource. Et pour avoir une grande ressource, il faut une exploitation. Pour avoir une exploitation, il faut exploiter les territoires conquis. Donc il y a une politique d'opportunisme réel. Et ensuite, c'est un effet d'entraînement. C'est-à-dire que quand on rentre dans un bourbier, par exemple la Chine, quand les Chinois rentrent dans le bourbier, dans les années 30, ils se rendent compte qu'il y a un souci avec la Chine. Ils le savent très bien. Ils ont beau avoir conquis les 3/4 de la Chine, ils n'y arrivent pas. Et il y a des écoles, y compris militaires, la marine, qui dit qu'il faut se désengager de la Chine. Tout simplement parce que c'est un gros problème géopolitique, la Chine. Et la question c'est oui, mais on a eu 100 000 morts en Chine, est-ce qu'on va abandonner la Chine alors qu'on a eu 100 000 morts? Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Et voilà, c'est un effet d'entraînement permanent. Et pour sécuriser la Chine, il faut sécuriser les voies d'approvisionnement de la résistance en Chine. Donc ça veut dire qu'il faut sécuriser la Birmanie. Donc il faut conquérir la Birmanie. Puisque l'approvisionnement des républicains Chiang Kai-shek passe par la Birmanie. Donc à ce moment-là, il faut aller conquérir la Birmanie. Et en fait, c'est sans fin. Parce que si on conquiert la Birmanie, il y a les Britanniques. Donc le mieux, c'est d'aller déloger les Britanniques. Mais où est-ce qu'ils sont? En Inde. C'est à côté. Alors pourquoi pas aller en Inde? Et c'est sans fin. Repousser la frontière, repousser la frontière. Je vais vous donner un autre exemple. C'est représentatif. Il y a dans le zen japonais, ça a beaucoup été utilisé par l'armée japonaise dans le cadre de la spiritualité du combattant. Il y a Suzuki, qui est un des grands maîtres du zen japonais, qui disait très justement, c'est très étonnant parce que lui, ce qui est fou, c'est que c'était un maître de guerre, on ne s'attend pas à ça du zazen. Et il disait, et ça va dans la mentalité japonaise de l'époque, ce n'était pas le sabre qui tuait. On tuait pour rendre service au type qu'on tuait, quoi. En gros, le sabre ne tuait pas. Et c'était pour rendre service qu'on tuait. C'était presque par générosité, vous voyez, des conneries. Et bien c'est exactement ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on va toujours plus loin, mais on ne veut pas aller plus loin. Ça c'était le discours officiel, on ne veut pas aller plus loin. Donc on fait la guerre, mais on ne veut pas la guerre, et bien on fait une offensive défensive. C'est-à-dire je tape le premier, pour ne pas être attaqué. Mais je peux taper loin, je peux taper toute la salle, si je veux, pour ne pas être attaqué potentiellement. Voilà. C'est toujours cette ambivalence qu'on a du mal à comprendre. Ça amène très loin, parce qu'on ne s'arrête jamais. Vraiment... il y a que les contraintes techniques qui permettent l'économie, qui font qu'on s'arrête, sinon il n'y a pas de raison. Pas d'autres questions? Il y a le micro derrière ça. Oui, pardon. Du coup, ça renvoie un peu à l'identité japonaise, c'est-à-dire comment est-ce que se définissent les Japonais? Vous voulez parler d'identité à quelle époque, à quel moment? Enfin, voilà, alors peut-être effectivement c'est plutôt l'époque contemporaine, mais ou l'époque effectivement 20e siècle, mais ce souci d'extension permanente pour défendre quoi? Pour défendre un territoire. Voilà. Mais un territoire, ça ne suffit pas à définir une identité, donc voilà, comment est-ce que se définit cette identité? En fait, alors ça c'est sous l'époque de Meiji avec les études néo-confucianistes du XVIIIe siècle, on prend conscience. Alors, le Japon prend conscience, en tout cas, il se dit, on a une civilisation unique, qui est différente de celle de la Chine, donc on remythifie un petit peu la civilisation japonaise en disant on a un empereur qui règne depuis 1600 ans avant Jésus-Christ, donc ça on réinvente, on a une dynastie qui est unique, en ligne continue. Donc, les Japonais ont bien conscience qu'ils ont une terre sacrée, inviolée, et c'est là que commence le mythe du Fujiyama ressurgit au XIXe siècle, la seconde moitié du XIXe siècle. Ça y est, Fuji, ça devient le symbole du Japon. Et les Japonais, quand ils conquièrent, faut bien se mettre ça en tête, ils se disent pas on va conquérir des êtres inférieurs. Ils se disent on leur apporte, alors on va leur apporter notre supériorité japonaise, pas la supériorité, comment dire, c'est pas des barbares, mais nous on va leur apporter les lumières de l'Asie. Et nous on est le phare de l'Asie parce que la Chine ne l'est plus. Donc, pour s'opposer à la Chine, il faut avoir une entité forte. Et les Japonais se considèrent comme étant une nouvelle entité forte avec
un territoire qu'ils considèrent comme étant extrêmement homogène. C'est-à-dire pour eux, d'Hokkaido jusqu'à Okinawa, c'est vraiment japonais. Il n'y a pas à négocier, ça n'a rien de chinois, il n'y a pas d'influence à Okinawa du chinois, à Taïwan encore moins. Pour eux, c'est non. Et pour eux, c'est vrai qu'ils tracent une géographie qui est une géographie fermée, c'est-à-dire c'est le cœur qu'on ne peut pas transgresser. Et ils s'identifient comme ça, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, ils ont conscience qu'il y a une partie des Japonais qui viennent de Corée. Il y a possibilité que même la dynastie régnante soit d'origine coréenne. Alors, à un moment, ça leur passe pas de souci. Ils disent, effectivement, on a quand même des influences coréennes. Puis ensuite, ça leur pose un souci. Donc, quand il y a la conquête de la Corée, là, ça leur pose un problème. Ils veulent être différents. Parce qu'ils veulent dire, nous, les Japonais, on vous apporte la japonité, donc on n'est pas coréen. Mais en fait, ils ont bien conscience, à l'orée du siècle, qu'ils sont asiatiques sans être asiatiques. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'à un moment, ils disent l'Asie c'est terminé, on va se tourner vers l'Occident, parce que nous, le Japon, on est le Japon. Et on n'est pas asiatique du tout. Ils se le disent dans le tournant des années 1900. Parce qu'ils ont créé une identité insulaire très forte. Voilà, c'est pour ça. Donc il y a vraiment... qui était plus fluctuante avant. Avant, l'identité japonaise, elle était entre les îles, il y avait des zones tampons. Ça, c'est fini. Avec la restauration de Meiji, il y a une zone intangible, il n'y a plus de zone tampon, il n'y a plus d'endroits un peu fluctuants où les souverainetés se négocient. Ça, c'est terminé. Il y a des lignes. Et à partir de ce moment-là, il y a la repousse. Il y a une profondeur et ensuite il y a une ligne. Excusez-moi si je suis un peu dans la réponse. Oui, bonjour. On peut parler aujourd'hui, je dirais, d'une idéologie japonaise de race supérieure, comme un peu, je dirais, le nazisme l'a fait avec une race aryenne. Aujourd'hui, ouais, il y a une dite extrême droite qui ne correspond pas vraiment aux extrêmes droites dans le monde, c'est assez particulier. Une droite très très nationaliste. En fait, il faut faire la différence, à mon avis, sur le Japon, sur pas aussi sous réserve, mais entre le racisme et la xénophobie, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut être xénophobe, sans être raciste, sans considérer que l'autre, on peut considérer que l'autre est en danger sans le considérer comme inférieur. Les Japonais, il y a eu cette vague de racisme en Chine dans les années 20-30. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a plus parfois une peur de l'étranger, donc une peur de la xénophobie. Après, un étranger ciblé, c'est pas l'étranger. Genre, quand on est français au Japon, tout est merveilleux, ça ils aiment beaucoup. Mais par exemple, effectivement, il y a encore un problème avec les Coréens, avec la Chine. Voilà, ça c'est clair. Mais c'est pas un racisme aujourd'hui, c'est parce qu'on ne considère pas que l'autre serait inférieur ou quoi que ce soit. En revanche, une peur xénophobe, certainement. Ouais, c'est vraiment. Mais racisme, non, parce que ça leur a quand même servi de leçon. À la 45, ça leur a servi de leçon. Mais il y a une peur de l'effondrement du modèle sociétal. Ce qui est vrai, il y a une peur absolue de cet effondrement-là. Ils voient ce qui se passe dans le monde, ils disent nous on veut pas, ils n'ont pas envie, alors à juste titre ou pas, j'en sais rien. Ils ont très peur de cet effondrement. Parce que chaque fois qu'il y a eu intrusion réelle, de population massive, ils se disent ça c'est dangereux. Parce que globalement, la conquête américaine, il n'y a pas eu beaucoup d'Américains, les Américains sont tous à Okinawa. Donc pour eux, il n'y a pas eu il n'y a jamais eu une réelle confrontation des différentes populations dans l'archipel. Et ça, ils ne savent pas comment gérer. Alors, ça reste ouvert et ça reste un gros problème, surtout que c'est un déclin démographique essentiel en ce moment au Japon. Donc ils ne savent pas comment le gérer du tout. Pour l'instant, ça reste ouvert. Oui, j'aimerais poser une question à Michel Chambagne. Revenir sur l'identité, cette identité japonaise qui est presque aussi floue que la frontière. Et j'aimerais vous interroger sur la fascination qu'a exercé les Japonais, le Japon, la culture japonaise sur les jésuites. Puisque vous avez abondamment édité sur la question. Et je pense que c'est intéressant de revenir sur cette profondeur, dans la profondeur historique. Oui, les jésuites, à commencer par François-Xavier, ont été fascinés par la qualité intellectuelle des Japonais, de leur tradition, de leur raffinement, et ont produit, je vous ai dit, beaucoup de textes sur le Japon, et parmi ces textes, il y en a un que je veux citer qui montre cette fascination, c'est le texte d'un jésuite, le père Freuch, qui a passé 30 ans au Japon, et qui est interprète, l'auteur d'une histoire du Japon et de bien d'autres textes, et qui publie un tout petit manuscrit, retrouvé en 1949, qui est une somme sur ça s'appelle Traité sur les différences et contradictions de mœurs entre Européens et Japonais. Bon, on l'a publié il y a 20 ans, c'est un livre c'est notre best-seller, on le republie tous les 3 ans, c'est des petits aphorismes qui opposent les Européens et les Japonais. Et on voit à travers ces textes
bon, qui considèrent que nous faisons, ou que les Japonais font toujours le contraire de nous, de la manière de se mettre les doigts dans le nez, ou comme de chauffer les mains sur le feu. Alors le doigt dans le nez, nous, il dit, nous curons le nez avec l'index, mais les Japonais avec le petit doigt quand ils ont les narines plus petites. Et tout est comme ça, mais il y a aussi des textes, des phrases, il y a tout un chapitre sur les femmes où il dit au Japon, la plupart des femmes savent lire et écrire, ce qui est rarement le cas chez nous. Au Japon, les femmes peuvent aller où elles le veulent sans demander licence à leur mari, ce qui est impensable chez nous. Bien, intéressant. Donc il fait un peu l'éloge quand même de certaines qualités. Il dit que nous mangeons comme des barbares, avec les mains, avec les Japonais utilisent les baguettes et le font de manière beaucoup plus civilisée. Donc à travers ce traité, on voit quand même l'étonnement et l'admiration des Jésuites pour les Portugais. C'est eux qui s'intéressent à la cérémonie du thé. Ils comprennent que ça a une valeur culturelle très importante et les Jésuites, très vite, quand ils reçoivent des Japonais, ont appris à faire leur propre cérémonie du thé. Ils ont même fait, c'est le premier texte européen très détaillé du père Rodriguez sur la cérémonie du thé. Et ils considèrent que c'est un élément essentiel pour s'adapter à la culture. C'est-à-dire qu'ils ont des attitudes très différentes qu'ils ont en Afrique et bien sûr même en Inde de reconnaissance. Voilà. Donc en effet, cette admiration mutuelle, elle est visible. Il y a même une ambassade de seigneurs japonais, de fils de seigneurs japonais en Europe, qui va durer 6 ans, qui sont envoyés à Lisbonne, ils vont traverser la France, arriver à Rome et repartir. Certains vont rester d'ailleurs en Europe. Il y en a qui vont revenir. Et Freud écrit tout le récit de cette ambassade qui a étonné quand même la cour française. Et puis, mais il y a beaucoup de mots japonais qui sont rentrés dans la langue portugaise. Et de même, il y a beaucoup de mots portugais qui sont rentrés dans la langue japonaise et qui y sont restés. En effet, c'est une période assez étonnante de rencontre entre deux peuples. Il faut dire qu'il y avait des jésuites, des marchands, mais il n'y avait pas de forteresse, il n'y avait pas de troupes militaires. Et jusqu'à ce que le shogun prenne ombrage du pouvoir politique que prenaient les seigneurs chrétiens, il y avait, on peut dire, une coexistence très pacifique, assez rare dans l'histoire du contact entre les peuples. Y aurait-il d'autres questions? Non, je crois qu'on a déjà dépassé le temps, donc je vous remercie toutes et tous pour votre présence et je remercie les conférenciers.